Donc je me représente, hein, tout le monde doit me connaître maintenant, Thierry Tranquina, je suis responsable de la filière développeur. Je suis aussi développeur en freelance. Et ce matin, on va faire 2 conférences, comme je vous l'ai dit hier. La première, organiser une veille. Et la seconde, comment bien utiliser le moteur Google Search. Donc je vous conseille de prendre des notes, bien sûr. À la fin, je vous donnerai cette présentation, un lien vers cette présentation, comme ça vous pourrez consulter, parce que vous allez voir qu'il y a des ressources, il y a des liens, il y a des documents liés. Comme ça vous pourrez reconsulter, mais prenez bien des notes vous, parce que je vais dire beaucoup plus de choses que ce qu'il y a sur les slides. N'hésitez pas à poser des questions aussi pendant ma présentation. Donc, on va partir, pour savoir comment organiser une veille, on va partir de la définition de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, qui est en charge de standardiser des process, notamment le process ISO, qualité industrielle. Voilà la définition qui est un peu grande de l'organisation d'une veille technologique, mais une veille technologique ou une veille de tout autre métier est identique. Donc on va la lire et on va extraire les bons termes, et ça va être, vous allez le voir, notre plan pour pouvoir organiser une veille. Donc la veille est une activité qui met en œuvre des techniques d'acquisition, de stockage, d'analyse d'informations sur l'état de l'art et l'évolution de son environnement scientifique, technique, industriel ou commercial, afin de collecter, organiser, puis analyser et diffuser les informations pertinentes qui vont permettre d'anticiper les évolutions et qui vont faciliter l'innovation. Oui. Je vais essayer. N'hésitez pas à me le redire, parce que... Sinon, il faudrait fermer là-haut les portes. Ah. Est-ce qu'on peut fermer les portes en haut? Oui, parce que... Mais je vais quand même parler plus fort. Enfin, je vais essayer. Mais durant 3 heures, ça va être dur. Donc, voilà la définition. Pour pouvoir y voir plus clair, on va extraire un peu des termes. Vous voyez ici, une partie importante. Donc, c'est qui met en œuvre les techniques d'acquisition, de stockage et d'analyse d'informations. Voilà les activités qu'on va devoir mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette veille. Acquisition, stockage et analyse. Ces activités, on le voit, ça va être pour pouvoir faire de l'acquisition, il va falloir collecter, puis pour stocker, il va falloir organiser, et puis ensuite, il va falloir analyser, et enfin diffuser. Donc là, on a les quatre actions véritablement qu'on va devoir réaliser. Et dans quel but on fait cette veille? C'est pour anticiper les évolutions et faciliter l'innovation. Donc arrêtons-nous un petit instant sur ce point, parce que ça va donner le sens de pourquoi on organise une veille. Anticiper les évolutions. Pourquoi on désirerait anticiper les évolutions? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'anticiper les évolutions? Pour pouvoir s'y adapter. Exactement. Anticiper les évolutions, soit on est en poste dans une entreprise et ça va permettre, en ayant cette connaissance, d'anticiper et d'adapter notre entreprise, soit on est en recherche d'emploi, ou en tout cas on est en recherche d'un nouveau poste, et on va pouvoir aussi évoluer suivant la transformation du marché. Dans la branche que vous avez choisie, le monde du web et du digital, vous le savez, les évolutions sont rapides. D'accord ? Si vous partez pendant 6 mois faire un voyage en Inde, quand vous revenez, tout a changé. Donc, c'est très important de mettre en place une stratégie pour anticiper les évolutions. En tout cas, les suivre. OK ? Et pour faciliter l'innovation, ça aussi c'est un point important, pour ceux qui sont porteurs de projets, pour ceux qui vont vouloir monter une affaire, monter une start-up, ou intégrer l'innovation dans leur poste, au sein de leur entreprise, bien aussi là c'est un point important. Grâce à la veille, on va pouvoir générer cette évolution et cette innovation. Donc voilà le but de nos actions, collecter, organiser, analyser, diffuser. Tout ça c'est dans ce but-là, d'accord ? C'est de rester au fait de notre industrie,
pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir faire évoluer notre activité dans l'entreprise et pour pouvoir susciter l'innovation. Donc on va reprendre chacune des activités qu'on a vues dans l'AFNOR et on va regarder à quoi ça représente et qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours pour faire ceci. Quand on aura terminé, eh bien, on saura faire une veille. Donc le premier terme qu'on avait vu, c'est collecter. C'est la première action qu'on va devoir faire. Collecter, c'est effectuer une collecte, rassemblement de produits ou d'argent auprès d'un grand nombre de producteurs ou de personnes. Ça, c'est la définition du dictionnaire. D'accord ? Il y a des termes qui sont importants ici. Effectuer une collecte ou rassembler auprès d'un grand nombre de producteurs. D'accord ? Et vous allez le voir, vous l'avez déjà constaté sûrement, le nombre de sources d'informations est très importante sur le net. D'accord ? Donc il va falloir mettre une stratégie pour pouvoir collecter et pour pouvoir trouver son chemin à travers toutes ces informations. Le premier élément technologique que nous allons voir et qui va nous permettre de capter toutes ces informations, ce sont les flux RSS. Ces flux RSS, c'est une technologie qui n'est pas très neuve. Ça date de ce qu'on appelle le Web 2.0. Vous avez sûrement entendu parler. Une évolution du Web. Après la création du Web et sa première évolution et son expansion autour des années 2000, eh bien, le Web 2.0 a transformé ce Web qui était vraiment calqué sur une reproduction du livre. On consultait les informations écrites par des auteurs sur des pages. Le Web 2.0, ça a été l'arrivée du contenu généré par les utilisateurs, du partage, les réseaux sociaux, MySpace, pour ceux qui sont plus vieux, comme moi, etc. Et la création, les blogs, c'est vraiment l'explosion des blogs, c'est le Web 2.0, et les flux RSS. Donc les flux RSS sont représentés, vous le voyez, par ce petit symbole. Chaque fois que vous voyez ce petit symbole, c'est qu'il y a un flux RSS à cet endroit. On va regarder exactement qu'est-ce que c'est que ces flux RSS. Voilà exactement le symbole normé. C'est sur fond orange et avec ces petites ondes qui montrent qu'il y a une diffusion. Vous voyez sur ce site, par exemple, on voit ici, on ne voit pas très bien, mais c'est le fameux icône du flux RSS. Ça veut dire qu'ici, c'est un petit élément cliquable, et si on clique dessus, il y a un lien vers le flux RSS de ce site. Donc qu'est-ce que ce flux RSS ? RSS, c'est l'acronyme de Really Simple Syndication, c'est-à-dire abonnement très simple, on peut dire. On peut faire une traduction comme ceci en français. Donc c'est un flux qui est dans un format particulier, un XML. Ça, c'est pour les développeurs et les techniciens. On va le voir rapidement, mais ça sert, pas besoin d'en savoir plus. C'est un flux qui est structuré et qui permet à ses abonnés de récupérer automatiquement le sommaire des derniers articles publiés sur un site. D'accord ? Donc, si j'ai un blog, je mets à disposition un flux RSS et ainsi, toutes les personnes qui vont s'abonner à ce flux RSS vont pouvoir récupérer le sommaire des 5 ou 10 derniers articles qui ont été publiés sur le blog, sans aller consulter le blog. C'est une petite évolution, mais vous allez voir, ça fait toute la différence. Oui ? Pas exactement comme un historique, puisque ça va transmettre que les derniers. Tu vois, on n'a pas toute la liste de ce qui a été publié. C'est plutôt juste les nouveautés. Oui ? C'est un peu comme sur YouTube, quand on s'abonne à quelqu'un, on reçoit directement les dernières vidéos. C'est un peu ça, exactement. Vous allez voir que, là je vais vous l'expliquer de manière précise. Et effectivement, c'est un peu comme ceci. Quand vous vous abonnez sur une chaîne YouTube, à la fin, vous n'avez pas besoin d'aller consulter chaque chaîne que vous aimez. Elles arrivent toutes à un endroit. Quand vous vous connectez à votre compte, paf, toutes les nouveautés sont là. D'accord ? Bien, c'est pareil. Sans les flux RSS, vous le voyez, si j'ai repéré 3, 4, savez-vous, si je repérais certains sites qui sont intéressants, si je veux regarder si la personne a publié quelque chose dessus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tous les matins, il faut que j'aille voir chaque site. Alors c'est bien si je suis 3 sites, d'accord ? Mais si j'en suis 10, 20, 30, 50, 100, c'est pas possible. On ne va pas passer notre journée à ouvrir chaque URL. OK ? Donc ça, c'est la version pas rapide. Donc c'est pour pallier à ce problème qu'on a inventé les flux RSS. Voilà comment va fonctionner le flux RSS. On va avoir besoin, vous le voyez, d'un logiciel
un lecteur de flux RSS. C'est lui qui va nous permettre de nous abonner à ces flux et de les capter et de les récupérer. Ensuite, sur les sites qui nous intéressent, eh bien, il va falloir trouver leur petit bouton flux RSS pour pouvoir s'abonner. Et c'est une simple URL à chaque fois, hein, derrière ce bouton de flux RSS. C'est une URL qui contient le sommaire. On va le voir après dans la prochaine slide, comment ça se représente. Mais en tout cas, grâce à ceci, on va pouvoir s'abonner et mémoriser dans notre lecteur de flux RSS eh bien, toutes ces adresses. Et ainsi, tous les matins, quand je vais lire mon logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller récupérer tous les sommaires des derniers articles et il va me les mettre à un seul endroit. D'accord? Ils vont tous apparaître dans mon logiciel de lecteur de flux RSS. Donc, j'ai plus qu'une chose à ouvrir, c'est un lecteur de flux RSS. OK? Je pense que certains d'entre vous connaissent bien sûr tout ceci, hein, mais c'est bien de le réexpliquer. On appelle ce lecteur de flux RSS aussi un agrégateur, hein, puisqu'on va agréger, on va récupérer des informations sur Internet et on va les agréger en un seul flux. Donc voilà à quoi ressemble un flux RSS. OK? Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est assez simple. Voilà ce que va lire le lecteur de flux RSS. D'accord? Ici, ça dit bien au départ, OK, c'est un flux RSS, hein, vous le voyez, c'est bien marqué, de version 2.0, pour que le lecteur puisse savoir comment lire à l'intérieur. Vous le voyez ensuite, à l'intérieur, il y a des channels qui commencent ici et qui finissent là. Puis à l'intérieur, à chaque fois de chaque channel, eh bien, il y a le titre du site avec sa description, puis la dernière update avec son lien. Puis après, chaque item, là, il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs, c'est chaque dernier article. D'accord? Le lecteur va lire tout ceci, il ne va pas nous le montrer comme ceci, parce que ça, c'est pour que les machines puissent lire. Il va nous le mettre en forme, joliment, avec un grand titre, avec une image, avec du texte, etc. Et nous, on va pouvoir lire, comme ceci, ce texte. Et vous le voyez, sous le capot, c'est comme ceci, ce flux RSS. C'est juste un fichier texte qui décrit chacun des derniers articles. Donc on a bien compris, si on veut utiliser cette technologie, il nous faut le fameux lecteur RSS, l'agrégateur. D'accord? C'est le logiciel qui va nous permettre de rentrer tous les flux RSS qui nous intéressent et donc de pouvoir récupérer très rapidement la totalité des nouveaux articles qui ont été publiés sur les sites qui nous intéressent. Donc c'est le logiciel qui permet de se syndiquer à de nombreux flux afin de les regrouper en un point unique. Dans les années 90, quand on voulait construire ce type de programme, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un logiciel, d'accord, qu'on devait installer sur l'ordinateur, okay, comme on installe Photoshop. Mais aujourd'hui, bien sûr, eh bien, on ne fait plus de logiciel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un site web. On fait une web application, c'est-à-dire comme un logiciel, mais qui va fonctionner dans le navigateur. C'est bien plus simple, d'accord? Et en plus, vous voyez, c'est multiplateforme, du coup. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai un navigateur, donc c'est un navigateur sur mon ordinateur, sur mon téléphone, etc., eh bien je vais pouvoir accéder à mon agrégateur. Donc vous voyez ici, ce sont plein d'agrégateurs de flux RSS. Hein. Il en existe de nombreux. Il y en a certains que vous connaissez sûrement. Nous, on va en voir un, celui qui est le plus à la mode et qui répond exactement à nos besoins, c'est Feedly. Donc Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS. Et voilà à quoi il ressemble. D'accord ? Ce n'est pas un logiciel donc, hein, c'est un site web. C'est-à-dire on y accède par feedly.com. On s'identifie, bien sûr, il faut créer un compte, hein, c'est gratuit. Et à ce moment-là, vous le voyez, on va pouvoir créer des dossiers par sujet. Donc on peut très bien, bien sûr, mettre des sujets ici, des sujets professionnels. Par exemple, je suis web designer, et bien je vais pouvoir créer différents sujets ici qui m'intéressent. Comme ça, je vais pouvoir mettre différents flux et les catégoriser pour que ce soit plus clair. Je peux bien sûr aussi mettre des sujets qui m'intéressent personnellement. D'accord ? La veille, ça sert aussi à suivre ce qui nous intéresse. Et à chaque fois, ensuite, quand je clique ici, eh bien, ici, ce sont les tout derniers articles que je n'ai pas lus et qui ont été publiés sur les sites que je suis. D'accord ? Donc vous voyez l'avantage, j'ai plus à aller voir tous les sites, j'ai juste à ouvrir ce logiciel.
et j'aurai toutes les nouveaux articles. On a une petite, ici une petite catégorie qui s'appelle Today, et c'est un résumé de toutes les nouveautés, qui sont agrégées. Parce que sinon, il faut cliquer sur chacun des dossiers. Vous voyez, on peut en avoir beaucoup de dossiers. Hein. Oui. Quand on clique, ça donne un lien sur le site web ou ça reste sur... Alors, bonne question. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, c'est le site d'origine qui décide ce qu'il va mettre à disposition. Soit il met le titre et un petit résumé, c'est-à-dire le début de l'article, et après tu vas devoir cliquer, ça va t'amener sur le site. Donc tu as juste une petite aperçu. Soit il peut mettre tout l'article. Et donc là, tu vas pouvoir le lire directement dans Feedly. Mais c'est l'auteur qui décide. Voilà. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que des auteurs permettent qu'on accède à leur contenu à l'extérieur de leur site? Du coup, on ne va plus venir sur leur site, etc. Vous imaginez bien que quand on met à disposition un flux RSS, eh bien, les lectures de flux RSS, on va pouvoir avoir un ping de retour pour voir qui a lu notre article, et du coup, c'est décompté comme quelqu'un qui serait venu sur notre site, d'accord, parce qu'il a lu notre contenu. On peut intégrer aussi à l'intérieur du contenu des publicités, etc. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'une stratégie et d'un modèle économique, ça s'intègre totalement dans ce modèle. Et juste, excusez-moi, oui. La périodicité des articles, de la mise à jour, va dépendre de la mise à jour des sites. Exactement. C'est-à-dire que si on n'a pas regardé pendant un mois, peu importe, on va peut-être avoir les 2-3 derniers jours, enfin selon les sites, on aura les infos les 2-3 derniers jours, du jour ou de la semaine. C'est ça. Alors, le fameux Today, là, il nous fait un petit résumé, il prend les 3 derniers de chacun des dossiers ici. Et il nous les met. Donc, si jamais vous avez eu, si vous n'avez pas ouvert Feedly pendant un moment et qu'il y a beaucoup d'activités, en fait, il y aurait par exemple 30 articles, il ne va pas vous montrer les 30. Il va vous montrer les 10 derniers. Et après, il va passer à la catégorie suivante. Si vous voulez voir les 30, il faudra bien cliquer sur le dossier. Et là, vous avez la totalité. Voilà, il y a tout. Oui, oui. Si on veut rattraper notre retard, on peut y aller ici, par dossier. Par contre, ici, le Today, c'est le fameux, parce que vous allez le voir, c'est l'activité de la veille, c'est tous les matins de prendre 5 à 10 minutes pour lire ceci. Et vous le voyez, le but, ce n'est pas de lire la totalité, bien sûr, de ce qui va être publié, parce que tout n'est pas intéressant, d'accord? Mais c'est de pouvoir rapidement regarder les titres et regarder ce qui va nous intéresser, et pouvoir identifier les articles qu'il faut absolument lire, qui sont dignes d'intérêt pour notre problématique. On va pouvoir consulter Feedly dans notre navigateur, mais il existe bien sûr une application mobile. D'accord? Donc si on est en mobilité, si on n'est pas devant notre ordinateur, on peut avoir l'application gratuite Feedly. On va pouvoir s'identifier, d'accord, mémoriser notre compte. Et là, vous le voyez, on est exactement comme sur la version mobile. Hein. On a aussi le Today, hein, on ne le voit pas ici, puis on a nos dossiers, et puis on va pouvoir lire nos articles ici. Pour ajouter un nouveau flux RSS, d'accord, pour le mémoriser dans Feedly, c'est très simple. Dans le site Feedly, eh bien, il y a Add Content, rajouter du contenu. Là, on met l'adresse du site. Et lui, Feedly, il va envoyer un petit programme pour lire la page principale de ce site et pour voir s'il n'y a pas un flux RSS. Il va faire le boulot tout seul. Et s'il en trouve un, il vous dit « Oui, j'en ai trouvé un, on peut s'abonner ». S'il n'en trouve pas, on ne pourra pas s'abonner. D'accord? Parce qu'il faut quand même, je finis, il faut quand même obligatoirement que l'auteur permette d'accéder à un flux RSS. Oui? Je voulais savoir, est-ce que Wikipédia peut être considéré comme ça quand on peut marquer plusieurs choses librement? Est-ce qu'on peut considérer Wikipédia comment? Comme un flux RSS, enfin, ça utilise, c'est comme il peut y avoir plusieurs personnes qui marquent du nouveau contenu, par exemple, donc je voulais savoir est-ce que ça peut être considéré comme tel. Je ne peux pas vous dire exactement. Je sais qu'à une époque, il donnait la possibilité d'accéder via un flux RSS aux modifications du contenu. Mais comme ça générait beaucoup de trafic, je ne sais pas s'ils le font toujours. Donc voilà ici, hein, vous le voyez, un grand quotidien. Hop, il a un flux RSS forcément, puisque toutes les
les sites qui ont beaucoup de volatilité d'informations ont des flux RSS, bien sûr. Oui. Il sert à quoi le bouton flux RSS si on peut directement prendre le lien sur le navigateur? Alors, on peut prendre directement le lien ici parce que Feedly le permet. Mais tu vois, si tu n'utilises pas Feedly, eh bien, parfois, il faut que tu prennes toi-même le flux RSS. Il faut faire un copier-coller de l'adresse. Là, Feedly nous facilite. Tu vois, on n'a pas besoin de mettre le lien du flux RSS, on met le lien du site et lui, il va chercher lui-même le flux RSS. Et Voilà. du coup, quand on est sur un site et qu'on clique sur le bouton de flux RSS, on choisit le logiciel. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on choisit le logiciel sur lequel on est, enfin, Feedly ou un. Tout à fait. Alors, vous voyez, dans chaque navigateur, il y a une stratégie pour pouvoir vous abonner. Donc, si vous cliquez sur le flux, par exemple dans Firefox, il va vous dire ah ben, avec quoi vous voulez vous abonner, et là, il va vous marquer les 3 principaux agrégateurs de flux RSS. Feedly, il n'y a pas de problème, il est partout. Feedly, il n'y a pas de problème, surtout qu'ils ont développé une extension qui existe pour Firefox et pour Google Chrome et qui permet encore plus facilement de se syndiquer. Parce que vous le voyez ici, sur tous les sites, il y a un petit icône comme ceci. Dès que Feedly détecte un flux RSS, il met ce petit icône. Donc il faut installer l'extension sur le navigateur. Hein. Et ensuite, vous le voyez, quand on clique, on va pouvoir cliquer ici, plus, et directement, on va pouvoir s'abonner. Et en plus, vous le voyez, si on veut, on peut directement partager l'article sur Twitter, Facebook, etc. Donc là, résumons un petit peu. On a ce Feedly. C'est un logiciel qui fonctionne dans le navigateur. Je peux y accéder avec tout navigateur. Si je suis en mobilité, ou si je veux, je peux l'avoir sur mon téléphone via une application. Et en plus, en installant l'extension dans les navigateurs que j'utilise tous les jours, je vais pouvoir être à un clic de rajouter le site dans mon agrégateur. Vous voyez qu'on a un ensemble d'outils autour de Feedly qui permet de facilement utiliser ces flux RSS et l'agrégation. Donc si vous choisissez Feedly, il faut mettre en place toutes ces stratégies. Hein. Il faut créer un compte, il faut installer l'extension sur le logiciel que vous utilisez, votre navigateur web, Firefox ou Chrome. Peut-être télécharger l'application mobile, le connecter à votre compte et comme ceci, vous êtes paré pour pouvoir utiliser ces flux. Alors ces flux RSS, hein, je vous l'ai dit dès le départ, ce n'est pas une technologie nouvelle, hein, c'est une technologie qui date. Bien entendu, sur le web aujourd'hui, eh bien, on a d'autres stratégies pour pouvoir diffuser de l'information et pouvoir la capter, notamment les réseaux sociaux. D'accord ? Donc dans les réseaux sociaux, bien sûr, le réseau social qui est le plus utilisé aujourd'hui par les professionnels, c'est Twitter. Enfin, en tout cas, dans notre domaine, dans le domaine du digital. Sur Twitter, on va retrouver plein de développeurs, plein de designers, plein de marketeurs, etc., qui ont des comptes professionnels. Alors, certaines personnes utilisent Twitter pour montrer ce qu'elles mangent, où elles vont, ce qu'elles font, etc. D'accord ? Mais nous, ça ne nous intéresse pas, ces comptes-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des comptes pro, c'est-à-dire celui qui s'identifie comme un professionnel, qui a une activité et qui va tweeter des éléments sur son métier. Donc des professionnels, des organisations, des entreprises qui communiquent sur leur métier. C'est ces comptes-là que nous allons rechercher et que nous allons suivre. Alors, moi je suis développeur. Donc ici, je vous ai mis quelques-uns, par exemple, des comptes que je suis. D'accord ? À la fin de cette présentation, il y aura un document avec plein de points de départ, pas que pour les développeurs. Hein, il y a aussi Fabio, qui s'organise des designers, qui m'a donné sa liste, que je vous ai intégré dans le document, et puis Sandrine Lavandier qui a donné sa liste sur le marketing, le SEO, etc. Donc vous aurez des points de départ, en tout cas pour ceux qui veulent, ceux qui se demandent, tiens, par où je commence, etc., sur des sites assez généralistes, mais où on va commencer à avoir des ressources par rapport au métier. Vous voyez, l'énorme avantage de Twitter, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises et qui parlent librement. Vous imaginez bien que chacun de ces développeurs qui travaillent chez Google ici, hein, même si sûrement
des personnes regardent un petit peu ce qu'ils publient pour éviter de publier des informations confidentielles, mais en tout cas, ils parlent librement, d'accord, de ce qu'ils sont en train de faire. Quand Hadi Osmani il est en train de faire une conférence en Californie et qu'il présente l'utilisation d'une nouvelle technologie, ou quand il est en train de voir une conférence en tant que lui spectateur et qu'il live tweet, bien on a directement l'information. Moi je ne suis pas en Californie, mais c'est comme si j'y étais. D'accord? Donc on a l'information au moment où elle est diffusée. Juste, excusez-moi, Oui. parce que moi, Twitter, je n'utilise pas du tout, mais c'est très court l'information. Après, c'est des liens qui renvoient. Exactement. Vous voyez que ce type d'information sur Twitter, c'est comme l'AFP, d'accord? C'est juste une annonce en disant bah, tiens, voilà tel article. D'ailleurs, souvent, aujourd'hui, sur des sites et des blogs, quand un auteur publie, par exemple, Hadi Osmani, il a un blog, eh bien, il publie un article sur, et c'est un évangéliste de Google, donc en fait, il travaille beaucoup avec les technologies de Google, et il va voir dans les grandes entreprises et chez les communautés de développeurs pour pouvoir fluidifier l'acquisition et l'utilisation des technologies sur Google. D'accord? Donc quand il se déplace autour de la planète, quand il rencontre des personnes, etc., ben, il tweet. Il dit tiens, j'ai rencontré cette personne, tiens, ce blog est super bien, tiens, j'ai lu un nouvel article là-dessus, tiens, il y a ceci qui va bientôt sortir, etc. Donc c'est de l'information courte, mais c'est le point de départ. Après on clique, on arrive sur l'article, on découvre une personne, on trouve son blog intéressant, on s'abonne à son flux RSS, ou on mémorise, on va le voir, l'article, parce qu'on le trouve intéressant et on va en avoir besoin plus tard, etc. Donc des personnes, des organisations, des technologies, des développeurs aussi bien internationaux que français. Alors pour vous montrer que vraiment Twitter c'est vraiment un canal aussi important que ces fameux flux RSS, c'est qu'aujourd'hui on a des logiciels aussi qui permettent de faire de la veille soutenue, comme par exemple TweetDeck ou HotSuite. Alors HotSuite il est payant, mais TweetDeck est gratuit. Qu'est-ce que c'est TweetDeck? On va aller voir un petit peu pour à quoi ça correspond. Eh bien, ça n'est plus accessible. Ça a été racheté par Twitter. Donc, je vous explique le principe de TweetDeck. C'est dommage qu'on ne puisse plus y accéder, mais parce que ça faisait un peu d'ombre à Twitter. C'est qu'on pouvait créer des colonnes comme ceci, soit par compte ou soit par hashtag, et ainsi on pouvait faire une veille complète de tout ce qui se passait. C'était updaté en temps réel. D'accord? Donc, pour les personnes qui font de la veille, mais dont le métier c'est de faire de la veille, c'est-à-dire c'est leur activité de tous les jours, d'accord? Par exemple, moi j'ai un ami qui travaille à l'AFP, eh bien à l'AFP ils utilisent TweetDeck en compte pro, et il a 3 écrans où il a toutes les colonnes. Donc lui, il est spécialisé dans les affaires politiques, d'accord, dans l'activité politique française. Donc il a tous les comptes Twitter des différents hommes politiques, etc. Il voit tout ce qui se passe en temps réel. Dès qu'un homme politique fait un tweet, paf, il apparaît, et comme ça, il peut réagir, il peut confirmer l'information, etc. Il peut faire son métier, et son métier, c'est de faire cette veille. C'est de relayer, en tout cas, et d'annoncer cette information et de la valider. Bon, nous, notre activité de veille, clairement, c'est pas celle-ci, hein. C'est pas notre métier. Peut-être que certains d'entre vous, ce sera ceci, hein. Parfois, dans votre entreprise, on va vous demander de faire une veille un peu plus soutenue, donc il faudra avoir des outils plus professionnels. Mais nous, le but, c'est pas ceci. Nous, le but, c'est de faire une veille qui nous prend peu de temps et qui nous permet de suivre l'innovation et de rester au courant de ce qui se passe. Mais voilà, sachez qu'il existe des outils spécialisés qui permettent de faire une veille soutenue. Alors, on a d'autres sources aussi d'informations, bien sûr. On a YouTube. Et là, vous le voyez, il y a une agrégation qui se fait automatiquement, puisque quand vous suivez un flux, quand vous suivez un compte, eh bien, vous allez avoir directement toutes ces nouveautés qui vont arriver. Ce qui est intéressant dans YouTube, bien sûr, c'est plutôt l'acquisition de compétences dans nos métiers, hein. On va pouvoir suivre en direct, puisque YouTube fait du direct, des conférences, des keynotes, mais on va pouvoir aussi avoir des tutoriels et des reportages sur des sujets métiers.
Ça, j'imagine que vous êtes plus au fait de cette démarche. Voilà, moi, quelques comptes que je suis. On a aussi d'autres sources, comme celle-ci. Alors, c'est un icône normalisé aussi. C'est les podcasts, c'est-à-dire des émissions qui sont diffusées aussi via un flux, d'accord ? Si on regardait ce que diffuse un podcast, c'est un fichier XML comme le RSS, hein, sauf qu'à la place de diffuser des articles, ça diffuse des fichiers audio. Mais donc, c'est des émissions de radio qui sont diffusées, hein, et auxquelles on peut s'abonner. Et ainsi, quand il y a de nouvelles émissions, eh bien, on va pouvoir les suivre. Dans, par exemple, mon métier, moi, qui est le développement, mais pas que, parce que là, il y a de la création graphique, par exemple, il y a de nombreux podcasts très intéressants, d'accord, des émissions où, c'est bien sûr, là, moi, j'ai que des sources en anglais, hein, mais où des développeurs ou des professionnels, en tout cas, parlent du métier sous forme d'émissions radio. Alors, c'est intéressant, le podcast, parce que, vous le voyez, on peut le suivre en itération, enfin en itinérance, d'accord ? C'est comme écouter de la musique. On peut le télécharger avec une application. Donc si on est plutôt Apple, on va plutôt utiliser iTunes, hein, qui permet d'utiliser les podcasts, mais sinon on peut utiliser, si on est sur Android, Antenna, Pod, qui est un très bon agrégateur de podcasts. Et ensuite, on va pouvoir avoir toute la liste. Vous voyez, c'est le même principe que les flux RSS, hein. On a la liste des différents épisodes de l'émission quand on s'y est abonné, et puis on peut la télécharger quand on est chez soi. On dit tiens, cet épisode est intéressant, je le télécharge comme ça, il est sur mon téléphone, et comme ça, quand je suis en itinérance, même si je n'ai pas de réseau, eh bien maintenant l'épisode il est dans mon téléphone, je peux l'écouter. Et on a bien sûr d'autres réseaux sociaux, hein. Alors, même si ces réseaux ne sont pas spécialement professionnels, celui-ci l'est particulièrement, et vous l'avez vu, hein, durant les 2 dernières années, il y a un mouvement où on va pouvoir maintenant dans LinkedIn, non pas juste mettre son pédigré professionnel, mais aussi republier, etc. Donc on peut avoir d'autres sources. Mais dans le monde du digital, en tout cas, la source principale d'information, en tout cas celle qui est toujours utilisée à un moment ou à un autre, c'est Twitter. Et après, on peut retrouver sur d'autres réseaux, mais ça va être annoncé aussi sur Twitter. C'est pour ça que, pour éviter d'avoir trop de réseaux à gérer, c'est bien de se concentrer sur Twitter au niveau professionnel. On a des réseaux également spécialisés, d'accord ? Donc ici, est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont ces différents réseaux, ces différents sites ? Behance, Dribbble, voilà. Donc là, on le voit, c'est plutôt spécialisé pour les designers, hein, plutôt pour l'image, là. On a de la photo, puis là, on a la Behance et Dribbble, on va retrouver des créations graphiques et des portfolios. Et là, on va pouvoir mémoriser et faire des boards. Alors, c'est utilisé par tout le monde mais quand on travaille dans le design, dans le web design, bien sûr, ça va permettre de faire des boards, des moodboards, etc., d'agréger des images. Vous voyez que cette histoire toujours d'agrégation, oui. Excusez-moi, vous avez dit quoi pour le premier et le deuxième ? Behance, Dribbble. Dribbble avec 3 B, je pense, hein. Donc c'est un peu le même principe des deux, hein. Ça permet à des designers eh bien, de se créer un profil et ensuite de mettre des travaux, de montrer des travaux, de se faire un petit portfolio de travaux. Donc il y a beaucoup d'illustrateurs, mais aussi des web designers, des concepteurs, etc. On a également les curateurs. Donc il y a des sites qui permettent d'agréger ces informations. Parce que vous le voyez, on l'a dit dès le départ, il y a beaucoup de sources d'informations. Et donc, vous allez faire une veille et vous allez faire une curation, c'est-à-dire sélectionner des éléments qui sont intéressants, d'accord ? Mais d'autres le font. Il y a des sites qui sont spécialisés, comme Scoopit, StuplePond ou Flipboard, qui font déjà ceci. C'est-à-dire, en gros, ils observent, suivant des grands sujets, la totalité de ce qui se passe sur le net, ok ? Et puis, ils les proposent à leurs lecteurs,
Et si les lecteurs le lisent, eh bien, ça fait remonter les articles. Et ça fait une curation sur la qualité. Stupon the Pond, je ne sais plus exactement comment ça se... Stumble upon, voilà. Scoopit et Flipboard. Alors, celui qui est le plus connu, c'est celui-ci, hein, Flipboard. Ça a vraiment démocratisé ce type d'application. C'est arrivé, hein, pour tout vous dire, c'est arrivé au départ uniquement sur iPad. Et le principe, c'était que, c'est pour ça que ça s'appelle Flipboard, c'est qu'on flippe comme des pages de manière verticale ou horizontale les informations. Donc on a à chaque fois deux articles l'un sur l'autre, et puis on peut, comme ceci, défiler. Quand on trouve ça intéressant, on dit « ça m'a plu », etc. Et ensuite, l'algorithme, petit à petit, affine les recherches et vous propose des nouveaux articles, de nouveaux auteurs que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être une source aussi. Hein. Bon, dans nos métiers, comme nos métiers sont très spécialisés, généralement, on ne va pas suivre ceci. Vous pouvez peut-être trouver des sources, mais les autres, c'est pour ça que je les ai placés à la fin, ceux-là. Les autres sources, le fait de trouver les professionnels, d'agréger les flux RSS, de suivre les comptes Twitter et certains comptes sociaux sont plus importants. Alors, on a d'autres manières un peu anciennes, mais qui reviennent très fort, que sont les newsletters. Ça fait un peu rire, hein. Qu'est-ce que c'est que la newsletter? Eh bien, c'est une très vieille technologie, cette fois-ci, où vous allez pouvoir vous inscrire via votre mail et on va vous envoyer ensuite régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, eh bien, un mail avec dedans des articles. Alors, clairement, c'était une technologie vraiment du début du net. Ça a totalement disparu avec l'arrivée du Web 2, des réseaux sociaux, parce que d'un seul coup, on n'a plus besoin d'avoir ça par mail. On peut aller chercher soi-même sur le net ou sur nos profils. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle masse d'informations, il y a tellement de sources, il y a tellement de bonnes sources qui publient des choses, qu'en fait, il faut reclarifier et faire de la curation. Et les newsletters, c'est ce qu'elles font. Donc, encore une fois, je vais vous montrer, moi, là, dans mes exemples, les newsletters que je suis moi. Mais vous le voyez ici, par exemple, JavaScript Weekly, c'est une newsletter qu'on reçoit le vendredi, une fois par semaine, et dans lequel il y a les 10 articles les plus intéressants sur le JavaScript qui ont été publiés dans la semaine. La plupart, si vous faites bien votre veille, vous les connaissez la plupart. D'accord? Vous les avez vus parce que vous les avez chopés sur Twitter ou via vos flux RSS, etc. Mais il y en a certains que vous avez ratés. Eh bien, la newsletter, elle fait la voiture balai. D'accord? Elle permet de dire, ben voilà, tu les as vus tous ceux-là, les 8, mais les 2 derniers là, tu es passé à côté. Parce que je n'ai pas la source, parce que à ce moment-là, je ne regardais pas, etc. Donc, c'est une bonne manière de capter de la fin d'information. Et du coup, eh bien, vous le voyez, hein, ça s'est démocratisé. Il y en a plein aujourd'hui des newsletters weekly qui font un peu une curation sur les grandes actualités dans des thèmes particuliers, là, web design, là plus sur l'intégration, sur le mobile, et puis là, le JavaScript. Alors pour finir, on va voir un peu des outils pour les power users. Qu'est-ce que c'est qu'un power user? C'est quelqu'un qui veut précisément régler ses outils pour pouvoir capter l'information. D'accord? Donc c'est un peu plus technique, mais vous allez voir pas que, et ça permet parfois de faire des choses très intéressantes. On a ces 2 services qui sont des sites internet, hein. Le service historique, c'est celui-ci, IFTTT, et l'outsider qui est très intéressant aussi, c'est Zapier. Donc, que permettent de faire ces services? Eh bien, ils permettent de mettre en place des opérations pour pouvoir automatiser des tâches.
exemple, si je peux avec IFTTT par exemple faire que à chaque fois que je like une vidéo sur YouTube, eh bien son adresse est mémorisée dans un document. Ou à chaque fois que je retweet un tweet, eh bien ce tweet va être mémorisé dans le service Delicious, etc. Donc ça va permettre de faire parler les sites entre eux, de les interconnecter et d'automatiser des tâches. Ça paraît un peu obscur comme ceci, mais vous comprenez bien. Oui. C'est comme ça que sont faites les suggestions grâce à nos likes et nos retweets. Non, là, les suggestions, c'est vraiment des algorithmes qui sont intégrés dans chacun des services. Mais là, je vais vous montrer des exemples pour bien comprendre, parce que c'est un peu obscur. Où est-ce que... J'aimerais bien... On va aller sur Zapier, je crois qu'il y a... Voilà un exemple, regardez ici. Vous voyez? Vous pouvez faire que quand j'ai un mail, d'accord, qui arrive, eh bien, je vais directement faire une copie des pièces attachées dans mon compte Dropbox. D'accord? Et ça va poster un message sur Slack pour m'avertir que ça a été fait. Voilà ce qu'on peut faire avec ce type de service. Donc, comment ça marche? Eh bien, on crée un compte. Après, bien sûr, on va autoriser Zapier à accéder à mes mails. On va autoriser Zapier à accéder à Dropbox. On va autoriser Zapier à accéder à mon compte Slack. Et ensuite, on va écrire la fameuse petite règle qui dit si j'ai un mail, alors tu prends les pièces, s'il y a bien sûr des pièces attachées, tu les copies dans Dropbox et tu m'envoies un petit message pour m'avertir. OK? Donc ça permet d'automatiser des tâches. Alors vous voyez, je vous l'ai dit, c'est pour les power users. Hein. C'est quand vous avez mis en place votre veille et que vous vous dites, j'aimerais bien quand même que ce que je like dans YouTube, par exemple, eh bien, ce soit mémorisé ici, ou de faire des interconnexions avec tout ceci. Du coup, vous le voyez, ça explique un petit peu le titre de ce service. Parce qu'on peut se demander à quoi ça correspond ce service ici. D'accord? IFTTT. D'accord? C'est if this then that. Donc, si il y a ceci, alors tu fais cela. Et c'est exactement comme ceci qu'on définit les règles. D'accord? Si je reçois un mail, alors tu copies sa pièce attachée dans Dropbox. Et quand on fait une veille, vous voyez, la veille, on va automatiser la captation des flux RSS, mais aussi on a Twitter d'un côté, puis on a YouTube de l'autre. Et donc parfois, pour essayer d'automatiser tout cela, eh bien, on peut utiliser ce type de service. Avec tout ceci, eh bien, on a fini notre première action, celle de collecter. C'est une des actions les plus importantes, vous le voyez ici, d'accord, pour bien, récupérer toute cette information. Donc maintenant, on a plein d'informations qui arrivent, d'accord? Elle arrive dans notre logiciel Feedly. Sur notre compte Twitter, on a aussi de l'information qui arrive. Et puis peut-être sur un autre réseau qu'on a déterminé. Parce que je suis web designer, alors sur mon profil Behance. Comme ça, je suis aussi certaines choses. Voilà. Donc maintenant que j'ai des sources qui arrivent, il faut les organiser. D'accord? C'est-à-dire s'occuper de chacun des éléments d'un ensemble de façon à constituer un tout cohérent et adapté à sa destination. Parce que c'est bien d'avoir ces articles, d'avoir ces ressources, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, on veut pouvoir les organiser, c'est-à-dire les placer, les caractériser pour que quand on en ait besoin ou quand on veut y accéder de nouveau, eh bien, ce soit simple. D'accord? Donc, pour mémoriser les bonnes ressources, les organiser, le meilleur système pour faire tout ceci, c'est le système de tag.
Alors, vous voyez, si on veut organiser des éléments, il n'y a pas 36 solutions, hein. On en a quelques-uns. Le premier, c'est le classement hiérarchique, c'est-à-dire par document. C'est ce qu'on fait par exemple quand on classe ses factures, d'accord? Je mets toutes les factures dans la pochette, toutes les factures de téléphone dans la pochette téléphone, toutes les factures de gaz dans la pochette gaz, etc. D'accord? C'est très bien quand on a une structure d'information simple, comme des factures. Par contre, quand on veut stocker des informations qui seront des articles, des sites, des tutoriaux, plein d'informations qui ont des natures différentes, eh bien ça ne correspond pas, ce type de structure. Par exemple, où est-ce que vous allez classer un tutoriel de Photoshop pour pouvoir préparer un visage après un shooting, d'accord? Est-ce qu'on classe dans les tutoriaux, dans Photoshop, dans Retouche? Ok? Pas possible. Qu'est-ce qu'il faut? Grâce au système de tag, on va pouvoir le faire. Il faut que cette ressource-là, ce tutoriel Photoshop de Retouche, il faut pouvoir le stocker dans les trois. Et les tags permettent de faire ce système. C'est un système de classification multiple. Donc je vais pouvoir taguer Photoshop, tutoriel, Retouche. Ainsi, quand je ferai une recherche sur Photoshop, il va apparaître. Quand je ferai une recherche sur Retouche, il va apparaître. Puis tutoriel, il va apparaître. Et bien sûr, si je recherche plusieurs mots-clés, il va apparaître en premier. Donc quels sont les systèmes qui me permettent de mémoriser mes ressources et de les organiser par tag? Eh bien, on va en voir un. Il y en a plusieurs, hein, mais comme d'habitude, je vous donne un outil qui est l'un des plus utilisés, c'est Pocket. Donc qu'est-ce que c'est que Pocket? Eh bien, au départ, c'est la possibilité de pouvoir mettre dans sa poche, donc dans son téléphone, des articles pour pouvoir les lire plus tard. D'accord? Donc typiquement, je suis chez moi, je vois que j'ai un bon article, je le mets dans Pocket, là il va être mémorisé sur le téléphone en offline, comme ça si j'ai plus de réseau ensuite, peu importe, et je vais pouvoir le lire, et en plus il va m'enlever toute la publicité, tout le design du site, et il va me mettre que le texte et les images, et le titre. D'accord? Comme ça, j'ai un confort de lecture important. Voilà ce que fait Pocket. Et il le fait tellement bien que ça a été racheté par Mozilla et c'est intégré dans Firefox aujourd'hui. Mais pas que. Donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple. Encore une fois, on va avoir la possibilité sur notre téléphone de placer dans Pocket. On va avoir la possibilité d'installer une extension dans notre navigateur pour pouvoir facilement passer dans Pocket. Et dans Feedly, figurez-vous qu'on a directement un raccourci qui permet de le placer dans Pocket aussi. Donc ce service, encore une fois, il est très large et on va pouvoir placer dans notre fameux Pocket, dans notre poche, tout ceci. Et vous voyez ici dans cet exemple, quand on le place dans Pocket, on peut aussi y rajouter les fameux labels. Quels sont les labels? C'est les tags. Donc, comme ça, je vais placer un article dans Pocket pour qu'il soit mémorisé et en plus, je vais le taguer. Je vais dire Photoshop, tutoriel, retouche. Voilà. Il est tagué, il est dans mon Pocket. Demain, je sors Pocket, je fais une recherche Photoshop tutoriel, paf, il va ressortir cet article. Donc j'ai organisé, mémorisé et organisé. Oui? Ça peut facilement remplacer nos favoris en fait. Alors, c'est effectivement une très bonne remarque. Les favoris, c'est le premier système de classification. Mais les favoris suivent un système de classification hiérarchique pour les factures. D'accord? Et on l'a tous vécu, le fait de dire, allez, je crée des dossiers, je place ceci, cela, puis au bout d'un moment, mince, vite, je mets un peu n'importe où, puis celui-ci, où est-ce que je vais le mettre? Alors c'est dans Photoshop ou tutoriel ou retouche, etc. Pourquoi? Parce que ça n'est pas adapté à des éléments aussi hétérogènes. Ce qui est adapté, c'est le système par tag. Donc vos favoris, effectivement, c'est bien, mais c'est une forme primitive de structure. En plus, avant, les favoris étaient mémorisés dans le navigateur. Alors aujourd'hui, on peut les synchroniser, du coup, on peut les retrouver, hein. Mais vous voyez ici, le fait de désolidariser aussi le système de mémorisation, c'est qu'ensuite, il n'est pas lié à notre navigateur. Donc voilà, les favoris, c'est une première étape vers la classification, mais on ne peut pas taguer. Le seul endroit, c'est leur emplacement par dossier, qui est unique. Donc en fait, on peut les caractériser d'une seule manière, alors qu'avec les tags, on peut les caractériser de plusieurs manières.
On voit bien aussi, vous voyez la nature du tag qui a pris une place importante dans le digital. Il n'y a qu'à regarder Instagram. Hein. Le hashtag dans Instagram, ça fait partie de sa réussite. Le fait de pouvoir taguer, on voit sur des photos, de mettre de nombreux mots-clés. Et ainsi, ça va permettre de faire remonter, de classifier en fait cette photo que j'ai prise, d'accord, de la classifier dans de nombreuses catégories. OK ? En mettant tous ces tags dessus. On les retrouve aussi dans les tweets. Hein. Dans les tweets, on peut rajouter un dièse, un hashtag devant certains termes, et comme ça, ça va classifier ce tweet dans différentes catégories. On a un deuxième outil, qui est un outil un peu plus généraliste, mais je voulais vous le mentionner, c'est Evernote. Donc Evernote va permettre aussi de mémoriser les bons articles qu'on a repérés après notre collecte, et de les organiser. Donc là, c'est un peu plus par dossier, on peut rajouter des tags, mais il y a un système de dossier aussi. Et vous voyez, ce n'est pas qu'un système d'organisation, puisqu'on peut écrire aussi. Hein. On peut créer des notes. Donc c'est vraiment normalement un logiciel de sourcing, mais certains l'utilisent à la place de Pocket pour pouvoir organiser. Bon, vous pouvez le tester. Moi, je trouve que Pocket est plus simple et plus focus sur ce dont on a besoin, c'est-à-dire organisation, classification par tag, alors que là, en plus, on peut créer du contenu. Mais sachez qu'il est totalement intégré aussi avec Feedly et avec les navigateurs. Il y a une extension qui permet de rajouter dans Evernote aussi. D'accord ? Donc tout ça, c'est des outils qui communiquent entre eux. On a collecté, on a organisé. Maintenant, on va analyser toute cette information. C'est-à-dire faire une étude approfondie d'un ensemble abstrait pour en dégager les éléments principaux, pour en dégager en tout cas le sens. Et donc pour faire cette analyse, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Enfin, il n'y a pas d'outil qui va nous permettre d'analyser tout ceci. Enfin, pas encore en tout cas. Mais l'analyse, elle va se faire par l'acquisition de ces informations. Quand vous allez lire tous ces articles au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir the big picture, la grande image de votre sujet. Petit à petit, vous allez avoir une idée plus fine de ce qui est en train de se passer, de où vont les technologies, de où va le web design, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Il faut capter tout ceci, s'immerger dedans, lire ces articles, lire ces différents points de vue qui viennent de différents auteurs, et ça va créer en votre sein une réflexion, en tout cas, qui va vous permettre de pouvoir dire « Ah ben non, ceci, ah ben oui, aujourd'hui c'est comme ceci, ben non, demain ce sera comme cela ». On peut bien entendu, en plus de ceci, eh bien, organiser cette information et en tout cas en avoir une cartographie. On peut utiliser une vieille technique aussi qui s'appelle la carte heuristique ou le mind mapping, qui est tout simplement le fait de placer des éléments comme ceci et de les relier avec des flèches, de manière hiérarchique. D'accord ? Si notre métier c'est de faire une veille, si on est dans notre entreprise, on fait une veille, eh bien on fait tout ceci et en plus on fait des reports avec par exemple des cartes heuristiques pour pouvoir organiser ces informations. C'est pas obligé, mais voilà. Je voulais vous montrer cet outil, en tout cas, qui peut permettre d'organiser l'information une fois qu'on l'a captée. Encore une fois, pour organiser cette information, il existe des logiciels, mais il existe aussi des web apps, c'est-à-dire des sites web qui font la même chose qu'un logiciel, comme MindMinster, par exemple, qui permet de faire des cartes heuristiques. Alors, ce MindMinster, vous pouvez faire 2 cartes heuristiques gratuites. Vous pouvez utiliser la totalité des fonctionnalités, mais vous êtes limité à 2. Après, c'est un compte payant, qui n'est pas très cher, mais voilà. Après, c'est parce qu'on l'utilise au sein d'une entreprise. Mais voilà. Dans notre cas, 2, on peut très bien l'utiliser. Donc, pour finir, d'accord, on a collecté, on a organisé, on a analysé. Eh bien,
il faut que ça se sache tout ceci. C'est du travail, d'accord? C'est du temps que vous passez, c'est une organisation que vous faites, c'est du temps que vous passez à collecter cette information, à lire ces articles. Il faut que ça se sache. Pour ceci, il faut diffuser, c'est-à-dire porter une nouvelle, une idée à la connaissance d'un public. Et ça a un avantage important de diffuser, c'est que si vous diffusez de la bonne information ou si vous diffusez une réflexion sur votre métier, eh bien, les autres professionnels vont vous repérer en tant que tel. D'accord? Vous le voyez aujourd'hui, être un professionnel, ce n'est pas juste avoir des compétences dans notre métier, c'est aussi participer à la communauté des professionnels. Donc partager les éléments les plus intéressants. Ça s'appelle la curation, hein. La curation, c'est quoi? C'est, il y a plein d'informations, moi j'ai sélectionné ces trois-là, c'est les plus importantes. Si vous n'avez pas le temps de passer toute la journée à chercher des informations, lisez mes 3 informations-là, vous saurez tout sur le sujet. C'est ça la curation. OK? Pour diffuser cette information, eh bien, on a 2 canaux principaux. Twitter, bien sûr. Vous récupérez, vous, de l'information, et il y a de fortes chances, souvent, eh bien, que ce soit des informations qui sont déjà diffusées par quelqu'un qui les a sélectionnées. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, LinkedIn. D'accord? En postant des bonnes informations sur son métier, eh bien, on montre notre activité professionnelle. On montre qu'on est au courant. D'accord? Qu'on a des idées sur notre métier, etc. Et c'est lié totalement à notre profil professionnel. Donc c'est une bonne... c'est un bon canal. Pour les plus hardis, on peut aussi essayer d'écrire un petit article. D'accord? Sur Twitter, on peut juste reposter. Hein. On peut reposter, il ne faut pas tout reposter, mais on peut reposter des choses qu'on trouve intéressantes. On peut un petit peu les commenter. Mais après, si on commence à avoir une idée bien précise ou qu'on a un avis particulier parce qu'on a écrit, on a lu pas mal d'articles sur un élément ou un autre, ou parce qu'on n'est pas d'accord, etc., eh bien on peut très bien écrire un petit article de synthèse, ou un petit test de quelque chose, ou une opinion sur son métier. D'accord? Pas besoin que ce soit très important, mais régulièrement, ça permet aussi de participer à la communauté de son métier. Pour ce faire, eh bien, on peut utiliser des outils. Alors on peut très bien, si on le fait assez régulièrement, avoir un petit blog WordPress. Mais si on ne le fait pas régulièrement, on peut très bien utiliser aussi une plateforme de blogging moderne. Aujourd'hui, la plus utilisée par les professionnels du digital, c'est Medium. Vous connaissez Medium? Donc, lors de l'avènement du Web 2, il y a eu l'explosion des blogs. D'accord? Donc on pouvait facilement prendre un nom de domaine, installer un WordPress, et puis ensuite écrire ses articles, etc. Okay? Le fait est, c'est que tout ceci, eh bien, on peut les relier, mais c'est des initiatives individuelles. Aujourd'hui, il y a eu une industrialisation de tout ceci, et il y a des plateformes comme Medium qui permettent de vous connecter, de vous créer un profil, d'écrire un article avec leur outil en ligne et de le publier. Alors, vous allez me dire quel est l'avantage par rapport à mon propre blog. L'énorme avantage, c'est que tout ce contenu, tous ces articles sont sur la même plateforme. Donc que fait la plateforme? Elle met en relation des articles. D'accord? Vous faites un article sur tel sujet, sur Photoshop, etc., ou sur la chaîne graphique, eh bien, ils vont le mettre en relation avec d'autres articles qui parlent de la même chose. Et ainsi, quand quelqu'un va lire votre article, ou l'article de quelqu'un d'autre, à la fin, il y a des recommandations, il y a des mises en relation. D'accord? Et qu'est-ce que ça permet ceci? Bien, ça permet d'avoir plus de lecteurs, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette plateforme est massivement investie par de nombreux professionnels du digital. C'est que ça met en relation. On peut aussi commenter, avoir des discussions. Donc on peut voir des grands designers qui sont sur cette plateforme, des développeurs connus, etc. et qui publient leurs pensées et des articles sur leur métier. Je vous conseille de vous y pencher. Voilà. Puis Ghost, c'est une autre plateforme
celle-ci, la Ghost. C'est une autre plateforme de blogging, mais qui est payante. Donc celle-ci, l'énorme avantage, c'est gratuit, en tout cas pour une utilisation standard. Et c'est là où de nombreuses personnes, de nombreux professionnels du digital publient. Ghost. C'est une autre plateforme de blogging, bon, mais elle est payante. Donc on peut la mettre un peu de côté. Là, on a d'autres outils qui sont aussi bien et en accès libre. Excusez-moi. Oui. Quand on est sur, je me rappelle plus, c'était pas NetVibe, c'était, enfin, quand on est sur un logiciel RSS, Oui. est-ce qu'on peut depuis le logiciel cliquer sur LinkedIn ou il faut aller sur le site, enfin sur l'article d'origine et renvoyer sur LinkedIn? Alors je ne sais pas si dans Feedly, ils ont intégré le fait de pouvoir transmettre directement sur LinkedIn, parce que la publication sur LinkedIn, c'est assez récent par rapport aux autres réseaux. Donc je ne sais pas si c'est intégré encore, il faudrait regarder. Alors aujourd'hui, Feedly, ils ont une politique un peu, ils restreignent un petit peu ces outils. Par exemple, récemment, là, l'intégration à Evernote, il faut un compte pro pour pouvoir directement mettre dans Evernote. Dans Pocket, non, on peut directement mettre. Mais... Donc voilà, il est possible que ce ne soit pas automatique, hein, qu'on n'ait pas juste à un clic pour pouvoir publier sur LinkedIn. Donc, dans le système de diffusion, on peut aussi participer à des présentations publiques, ce qu'on appelle des meet-up. D'accord ? Dans le digital, c'est très courant, le fait de faire des réunions professionnelles gratuites où des professionnels vont venir pitcher pendant 20 minutes sur un sujet particulier. Une expérience, un retour sur un travail qui a été fait pour un client, etc. D'accord ? Il y a beaucoup. En plus là, on habite quand même à Paris. On peut passer la totalité de la semaine à rentrer très tard chez soi le soir, parce qu'on va à des meet-up, on a partout. Ok ? Et l'énorme avantage, vous voyez, c'est que d'un seul coup, vous allez vous retrouver devant un professionnel qui va, en 20 minutes, en 30 minutes, eh bien, vous transmettre quelque chose que vous auriez mis, vous, plusieurs jours ou plusieurs semaines à acquérir. Puis ça permet de rencontrer des gens, d'accord ? D'autres professionnels qui sont intéressés par ce qui vous intéresse. Vous voyez, hein, nous, par exemple, je ne prends pas encore le cas des développeurs, parce que j'en fais partie, mais on ne peut pas discuter de ce qui nous passionne avec tout le monde. Ok ? Si on a une conversation sur la programmation avec un designer, il va me regarder un peu bizarre. C'est normal, on n'a pas le même vocabulaire, on va parler d'autres choses ensemble. Mais là, dans ces meet-up, il n'y a que des passionnés. C'est le fandom du développement. Donc, il y a une application qui permet de faire ceci, qui s'appelle Meetup. Hein. Cette application, vous rentrez des sujets qui vous intéressent, et puis vous dites dans un rayon de temps de kilomètres, et il va vous dire, bah tiens, là, jeudi, il y a ceci, vendredi, il y a cela ici, etc., etc. Généralement, l'inscription est gratuite. Les places sont limitées, parce que ça se place dans des lieux, vous voyez, hein, les lieux ne sont pas extensibles, donc il faut s'inscrire, mais après vous y allez, voilà. Vous allez rencontrer des professionnels et pouvoir échanger. Pour faire ceci, et c'est ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir faire une petite présentation sur une petite veille que vous aurez réalisée durant cette semaine, hein, vous en a parlé, eh bien, il nous faut des outils qui permettent de faire des présentations, comme ce que je suis en train de faire. Donc, je vais vous présenter rapidement deux outils qui permettent de faire cela. Hein, je pense que l'un, vous le connaissez, l'autre peut-être un peu moins. Mais c'est des outils qui permettent de créer rapidement des slides et des présentations. Donc, on a PowerPoint. Hein, j'imagine que vous connaissez tous Microsoft PowerPoint, etc. Bon, ce n'est pas un logiciel très récent. C'est une grosse usine à gaz, etc. Aujourd'hui, on préfère avoir des outils qui ont moins de fonctionnalités, mais qui sont beaucoup plus faciles à utiliser et donc où on est plus productif. D'accord ? Si je mets 3 semaines à faire une présentation parce que j'ai voulu faire une petite animation dedans avec PowerPoint, c'est pas bon. Donc, Google Slides et Slides, ce sont deux applications de web app qui sont dans cette optique-là. Donc, je ne vais pas présenter Google Slides parce que vous pourrez aller voir, c'est ce que j'utilise moi pour faire ma présentation ici.
hein, et ça permet donc de réaliser des slides, vous voyez, de manière très très simple. On a des systèmes de templates qui permettent de structurer la page, on peut mettre les images en drag and drop, on peut partager, on peut travailler à plusieurs sur les slides, on peut créer autant de slides que l'on veut, etc., etc. On peut intégrer des schémas, on peut dessiner, on peut faire des... Bon, on a largement ce qu'il faut pour pouvoir faire des présentations et c'est très simple d'utilisation. Oui. C'est public, les slides qu'on diffuse en fait. Est-ce qu'on a un web privé, un web privé? Alors, Google Slides, c'est totalement privé. C'est-à-dire quand vous créez vos présentations de slides, elles sont par défaut privées. Après, vous pouvez les partager comme Google Doc. C'est pareil. Donc moi, là, par exemple, à la fin, je vais vous donner une URL pour partager ma présentation, mais c'est parce que j'ai bien dit de manière explicite, je veux partager et je veux que toutes les personnes qui ont ce lien puissent accéder à ma présentation. Mais sinon, on ne peut pas accéder à vos présentations hein, sur Google Slides. Par contre, sur Slide, ici, donc là c'est un peu comme Google Slide, hein, sauf que ce n'est pas Google. C'est une jeune entreprise qui est assez intéressante, une start-up. Ce qui est intéressant dans Slides, c'est que, eh bien, ils se sont concentrés vraiment sur ce produit pour faire des présentations. Vous voyez, on peut faire du drag and drop, on peut avoir une carte complète de toutes nos slides. On peut faire de la navigation, non pas juste l'une après l'autre, mais on peut faire une map avec des slides horizontales, verticales, et pouvoir passer de l'une à l'autre. On a aussi la possibilité de piloter ces slides par son téléphone. On se connecte sur Slide, et là on a Slide, et puis ensuite on peut faire Next, on peut faire Prev, etc. Bref, c'est assez puissant comme outil, un peu plus difficile à prendre en œuvre, à prendre en main, mais vous le voyez, hein, l'interface, c'est pas non plus... c'est les ressources, d'accord? J'intègre une image, un texte, etc. Après, je construis mon plan de slide. Je peux le piloter ensuite par mon téléphone. J'ai mon plan avec toutes mes slides ici. J'ai des templates. Voilà. Après, on est limité, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, c'est des petites structures. Donc, en fait, on a la possibilité de faire quelques présentations gratuites et après, c'est payant. L'avantage de Google Slides, hein, c'est que vous pouvez faire 40 000 présentations, c'est toujours gratuit. Tant que vous avez de la place sur l'espace d'hébergement qui correspond à 15 gigas, je crois. Voyons enfin, pour terminer, maintenant qu'on a vu toutes les actions qu'on devait faire, revoyons ensemble la méthodologie. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme méthode pour pouvoir réaliser une veille? Maintenant qu'on a vu tout ceci, on va le voir de manière très précise, point par point. Donc, premièrement, la mise en place d'un lecteur RSS. D'accord? On l'a vu, c'est l'une des sources principales. Ça va permettre de récupérer des articles qui viennent de Medium, mais qui viennent de tous les blogs, etc. On peut automatiser avec IFTTT aussi, et puis même créer des flux RSS pour pouvoir récupérer les vidéos YouTube qu'on a aimées, par exemple, ou les tweets qu'on a republiés. C'est pour les power users, ça. Mais vous voyez, en tout cas, le lecteur de flux RSS, l'agrégateur, c'est vraiment le hub central qui va vous permettre de collecter toutes ces informations. Et il nous faut un compte Twitter pour pouvoir suivre les influenceurs qu'on a repérés et pour pouvoir faire la diffusion, quand on aura repéré les bons articles. Donc on a deux choses, un compte Feedly et un compte Twitter. Maintenant qu'on a fait ceci, eh bien on va pouvoir se syndiquer au blog métier, d'accord? Et suivre les professionnels influents sur Twitter. Donc là, il s'agit de collecter, de trouver des sources. Alors, comprenons-nous bien, le but, ce n'est pas d'avoir une liste énorme. Il vaut mieux avoir peu de sources, mais très qualifiées, que énormément de sources, peu qualifiées.
Si vous avez énormément de sources, vous allez avoir plein d'articles qui vont arriver, mais qui ne seront pas très intéressants. D'accord? Donc vous allez passer votre temps à faire défiler et à chercher la bonne information. Donc il vaut mieux avoir moins de sources et toujours se demander est-ce que vraiment c'est intéressant sur la longueur, cette source, ce blog, cette personne, avant de se syndiquer. Et ensuite, vous allez le voir, au fur et à mesure, vous allez tomber sur d'autres professionnels et vous allez trouver d'autres sources. Hein. Donc le but, ce n'est pas d'avoir directement toutes les sources et puis de jamais en rajouter, c'est d'en avoir de bonnes et à chaque fois d'en rajouter celles qu'on trouve qui sont dignes d'intérêt petit à petit pour accroître notre panel de sources. Et ensuite, la veille, c'est une activité qui n'est pas une activité intensive, mais qui est une activité sur la longueur. C'est une course de fond, la veille. C'est 10 minutes par jour. Donc, chacun doit placer ses 10 minutes. Moi, par exemple, c'est le matin en buvant mon café, que je regarde mon Feedly et que je lis mes news, et que je sélectionne mes articles intéressants. D'accord? Je ne les lis pas, je les sélectionne. Je dis, ok, ça c'est intéressant, ça je suis déjà au courant, ça ne m'intéresse pas, etc. Et je les mets où? Dans Pocket. Et ainsi, dans mon téléphone, d'un seul coup, hop, ils sont chargés. Et au bout de mes 10 minutes, eh bien, j'ai ici un ensemble d'articles prêts à être lus. Je peux lire n'importe où ensuite, et qui sont intéressants, que j'ai sélectionnés. Ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à lire ces différents articles dans les moments d'attente. D'accord? Et des moments d'attente, on en a partout. Alors, je sais qu'on a d'autres activités aussi. Hein. Dans les moments d'attente, on peut écouter de la musique, on peut lire un livre, etc. Hein. Le but, c'est pas que cette veille remplace tous vos moments d'attente et de loisirs et de culture. Mais il faut y trouver de la place. D'accord? Alors, certains, ça va être plutôt dans le métro. D'autres, ça va être plutôt à un moment, dans la file d'attente, ou à tel ou tel moment, ou à la terrasse d'un bar, peu importe. Mais vous devez trouver un moment à lire ces articles. Après, parfois, moi, les articles s'accumulent, parce que mon activité fait que je n'ai pas le temps. C'est pas grave. Ces articles, ils ne sont pas perdus, ils sont dans votre pocket. Et puis un jour, eh bien, vous aurez un peu plus de temps et vous allez les lire aussi. OK? L'important, c'est que vous ayez un pool de contenu qualifié que vous avez sélectionné à disposition quand vous en avez besoin pour pouvoir faire cette veille et progresser dans votre connaissance de votre métier. Quand on a lu de bons articles, ensuite il faut diffuser. Donc on peut retweeter si c'est un tweet, mais on peut aussi diffuser l'article. Si c'est un article qu'on a récupéré d'un blog, on peut envoyer un petit tweet en disant « très intéressant », hop, avec le titre et avec les mots-clés, d'accord, pour montrer qu'on s'intéresse et puis pour diffuser cette information. Ça va permettre de faire de la curation. Pourquoi les gens vont vous suivre ensuite sur Twitter? C'est parce qu'ils vont voir que vous publiez des trucs super intéressants en tant que professionnel. D'accord? Donc, vous vous enrichissez et en plus, vous permettez qu'on vous identifie comme un professionnel. Ensuite, retour à la case 3. Paf, c'est le matin. 10 minutes. Article, Pocket. File d'attente. Article, tweet. 10 minutes, bon, je vous fais court. Hein. Et de temps en temps, vous voyez, ça c'est l'activité classique de la veille, et de temps en temps, on peut faire une petite synthèse ou écrire un article. C'est pas obligé. Certains ne le font jamais. Moi, je le fais très peu, par exemple. D'accord? C'est pas obligé. Il faut se sentir il faut aimer écrire, il faut savoir écrire, et puis il faut se sentir d'exprimer une opinion, etc. En sachant que, vous le voyez, l'immense contenu qui existe, c'est un contenu anglophone. Le fait est, c'est que nous, comme on va travailler, enfin, suivant ce que vous cherchez comme poste, mais si vous allez travailler en France, on peut publier en français aussi. Hein. Il y a une communauté aussi, elle est plus petite, mais une communauté francophone aussi. Et très important, cette dernière étape, 7, c'est d'ajouter des sources et de purger les sources taries. Parce que vous allez le voir,
il y a des personnes que vous allez suivre, qui sont très intéressantes, qui publient des bonnes choses, etc. Et puis, il peut se passer deux choses. Soit elles ne publient plus rien, d'accord? La source est tarie. Ou soit elles publient d'autres choses, parce qu'elles ont évolué dans leur parcours professionnel, et d'un seul coup, eh bien, elles publient des choses plus intéressantes pour vous. D'accord? Et du coup, ça parasite vos sources, vos articles. Il y a des articles qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous intéresse. Puis parce que vous évoluez aussi. Donc il faut les retirer. D'accord? Il ne faut pas laisser le chantier dans ces sources. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, petit à petit, les informations que vous allez avoir vont être de moins en moins qualifiées. Pas sur le bon sujet, pas d'assez bonne qualité, etc. Et si vous passez les 10 minutes à regarder et que vous ne trouvez aucun article, ça veut dire que vos sources ne sont pas bonnes. Vous avez laissé trop longtemps de mauvaises sources polluer votre flux RSS. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter les bons et à enlever ceux qui sont plus intéressants pour vous. OK? Voilà le schéma. Au départ, on crée, on se syndique. Ensuite, notre petite routine, d'accord? Je lis, je sélectionne, je place dans Pocket, je retweet. Et puis, de temps en temps, je peux écrire un article et de temps en temps, je peux purger aussi mes sources et en rajouter. Donc, je vous ai fait un document, un Google Doc avec les sources. Hein. Là, c'est un peu des sources généralistes. Donc, ça ne sert à rien de les noter. Vous allez avoir un document avec toutes ces sources et bien d'autres encore par catégorie. Donc, c'est des points de départ. Hein. C'est des sources qui ne sont pas des sources très spécifiques, mais dans lequel, par exemple, dans Smashing Magazine ici, hein, c'est un blog dans lequel de nombreux blogueurs publient des articles autour de l'intégration, du web design et des CMS. Et ces personnes-là, ensuite, elles ont aussi leur propre blog, elles ont aussi des comptes Twitter, et puis elles publient des fois des choses sur d'autres personnes. Donc c'est un bon point de départ parce que ça va vous ouvrir vers un univers. Ils sont très liés aussi avec Howard, etc. Voilà, on a aussi The Walking Web, c'est un podcast de web designer très intéressant aussi, français. Bon voilà, des sources. Donc, voici l'URL pour les slides. C'est cette partie-là qu'il faut noter, d'accord? C'est une URL courte de Google. Donc grâce à ce lien, vous allez pouvoir revoir toute cette présentation et les slides. Donc Google /PY464Q. C'est bon? Donc quand vous accéderez à ces slides, tout dans la dernière slide ici, eh bien vous avez le doc des ressources avec tous les liens de départ. Alors vous en avez sûrement vous, hein, mais ici on a fait une petite somme des liens qu'on trouve intéressants si vous n'avez pas d'inspiration pour les points de départ. Avez-vous des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Au maximum, combien est-ce que de ressources au minimum il faudrait pouvoir suivre pour ne pas être soit débordé, soit ou avoir de l'information pertinente? Ça, c'est différent pour chaque personne. Vous voyez, hein, ça dépend le temps que vous avez. Au départ, vous allez avoir peu de ressources, donc vous n'allez pas vous tenir au courant de la totalité. Après, à un moment, vous allez arriver à une taille critique et vous allez en avoir trop, donc il faudra en éliminer. Voilà. Il n'y a pas de recette particulière que je peux vous donner à ce niveau-là. Certaines personnes ont énormément de ressources,
Donc ça prend plus de temps, d'accord? Moi, ça me prend plus 10 minutes, hein, ça me prend plutôt une demi-heure le matin. Mais voilà, après, quand ça prend trop de temps, eh bien, j'en élimine, d'accord? Je fais l'opération numéro 7, c'est-à-dire, bon, est-ce que cette source est encore bien? Est-ce que j'ai lu des articles qui ont été intéressants sur cette source, etc. Et si c'est pas bon, je l'élimine. Et du coup, vous avez Feedly d'un côté et Twitter de l'autre. Enfin, C'est ça. deux choses différentes. Exactement. C'était pour revenir sur Ghost, celui qui ressemble à Medium mais payant. Ce que je comprends pas, c'est que c'est payant, mais donc, du coup, il y a moins de personnes dessus. Et si ça marche comme Medium, il y a moins de monde. Tout à fait. Alors, c'est une autre philosophie, Ghost. Ghost, ceux qui ont monté Ghost, c'est des anciens de WordPress qui croient vraiment au blogging, etc. C'est la génération des blogueurs. Et comme WordPress évolue vers un CMS global, c'est-à-dire pour faire non pas des blogs, mais des sites, d'accord? Aujourd'hui, WordPress, ce n'est pas que pour faire des blogs, c'est pour faire des sites. Eh bien, ils ont quitté WordPress, ils ont monté Ghost pour faire du blogging spécialisé professionnel. Donc eux, c'est plutôt de faire le meilleur outil pour les blogueurs professionnels connus, qui n'ont pas besoin, eux, de se faire connaître et d'avoir des relations, d'accord? Mais d'avoir l'outil le plus puissant. Donc par exemple, Ghost, l'outil est en Markdown, c'est-à-dire c'est un système qui permet d'écrire rapidement des articles. Il est totalement adapté pour les tablettes et les téléphones mobiles, etc. Donc les professionnels qui sont en itération, en itinérance, je dis tout le temps, qui sont en itinérance, c'est-à-dire qui bougent, qui prennent souvent l'avion, etc. Et qu'il faut qu'ils puissent publier rapidement, ils prennent un compte Ghost. Voilà. Donc c'est pour une plus petite partie, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter, que je voulais mis de côté. Après, quand on n'est pas une star et qu'on a moins d'argent, eh bien Medium, c'est le bon point de départ. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que ça vous semble réalisable cette veille? Alors, moi, j'en lis le matin aussi, un petit peu. D'accord? Au moins un ou deux les plus intéressants. Je ne sais pas, c'est difficile à calculer. Hein. Oui, mais encore une fois, le but de cette activité, ce n'est pas d'être très pointu sur la totalité de notre métier. D'accord? Parce que ça prendrait trop de temps. Le but, c'est d'être en contact avec ce qui se passe. D'accord? Et donc de lire, même si vous lisez un article par semaine, un article complet, un long article par semaine, ça fait 300 articles par an, eh bien vous allez avoir une bien meilleure connaissance de ce qui se passe, vous allez rester en contact avec l'évolution de votre métier, et c'est ça le but. D'accord? C'est vrai que là, je vous ai montré plein de choses, et puis pour être exhaustif, donc ça paraît... mais le but, c'est pas d'être veilleur, c'est pas notre métier, d'accord? Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Moi, ça me prend beaucoup de temps parce que ça fait partie de mon métier aussi. Comme je suis responsable de la filière développeur, eh bien moi, je dois me tenir au courant de tout ce qui se passe pour intégrer des nouveaux cours, et puis voir les cours qu'on va supprimer, et puis voir les évolutions de tout ce qui se passe. D'accord? Mais après, vous devez vous trouver votre mesure de la veille. Ce qu'il faut, c'est pas l'abandonner, cette veille, c'est-à-dire il faut avoir cette activité. Alors, ce n'est pas obligatoirement d'ailleurs 10 minutes par jour. Ça peut être les samedis matins que vous consultez votre Feedly, d'accord? Et puis de lire au moins un article. Voilà, ça peut être ça aussi. D'accord? Mais l'important, c'est d'intégrer dans ses habitudes cette activité qui est de lire et de suivre ce qui se passe dans son milieu professionnel. Et après, voilà, chacun va trouver son niveau. Après, si vous voulez vraiment acquérir, eh bien vous allez faire 10 minutes par jour, par exemple. D'accord? Parce que ça, 10 minutes par jour, c'est énorme. Hein. Sur une année, 1er janvier et 31 décembre, vous êtes une autre personne hein, en lisant 10 minutes par jour et en lisant des articles. Et excusez-moi, est-ce que les IFTTT, Oui. est-ce qu'ils permettent, par exemple, quand on a tweeté
LinkedIn, pour moi, c'est pour se faire connaître aussi des recruteurs qui sont peut-être pas sur Twitter. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui permettent de faire à la fois sur LinkedIn et Twitter Il faudra regarder, mais dans Zapier IFTTT, il y a 150 services, donc LinkedIn, Twitter, etc. Et après, différentes règles que vous allez pouvoir mettre entre chacun de ces services. D'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse faire de la republication automatique. D'autres questions ?